Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, cette semaine, j'avais vraiment un plan à la base. C'est-à-dire que j'avais demandé sur les réseaux si vous aviez des envies de sujets et vous avez répondu. Il y a eu le besoin de performance et je pense que je le ferai pour le prochain épisode. Il y avait aussi si l'envie d'être en couple, c'est vraiment ce qu'on veut ou un conditionnement de la société. Ça aussi, c'est dans ma liste. Et j'ai aussi une demande de parler de comment reprendre confiance après une rupture amoureuse. Et pendant ce temps-là, il y a un pote aussi qui m'a envoyé un message sur des blocages intérieurs pour me demander si un torticolis depuis 3 jours, c'était grave. Bon, Julien, je te conseille de te chauffer ta nuque et d'arrêter de dormir en forme de bretzel, voilà. Et si ça continue, va voir un médecin, hein, parce que j'ai un podcast, pas un cabinet médical. Bref, dans tous les cas, tout ça pour vous dire que j'avais un plan. Et puis mon coloc m'a entraîné au cinéma voir le film Obsession, qui est en ce moment en salle. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce, c'est un film d'horreur, ce que je ne regarde absolument jamais, jamais, jamais. Et ça parle d'un homme qui est un peu introverti, qui met la main sur un objet magique capable d'exaucer n'importe quel souhait. Et il y a son crush, en tout cas son crush depuis toujours, qui grâce à son vœu tombe raide dingue de lui, jusqu'à l'obsession la plus totale, la plus dérangeante. Je vais pas vous cacher que pendant le film, j'étais dans un état, mon Dieu, mais je vous raconte même pas. Ça a renforcé mon attachement anxieux, cette histoire, hein, vraiment. J'étais pas bien en sortant non plus. Et il y a quelque chose dans ma tête qui continuait à tourner. Parce que dans le fond, la vraie question du film, celle qui m'a suivie après quand je suis rentrée chez moi et même la nuit dernière, c'est comment on en arrive là. Comment on peut en venir à penser à quelqu'un en boucle tout le temps, même quand on voudrait que ça s'arrête, même quand on sait que ça fait mal et que c'est pas sain. Et est-ce que c'est vraiment une question de volonté ou est-ce que le cerveau fait quelque chose qu'on n'a pas vraiment demandé ? Et c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi sur la base d'études en psycho et en neurosciences. Moi c'est Louise, je suis passionnée de psychologie et de relations humaines et ici on met des mots simples, vrais et vivants sur ce qu'on vit tous, mais qu'on ne dit pas toujours. Je vais te parler de Mathis. Alors, Mathis, ça fait 3 semaines que c'est fini avec son ex. 3 semaines, c'est pas rien, c'est pas non plus une éternité, hein. Mais c'est suffisant pour qu'il commence à se dire que ça devrait aller mieux. Que la phase aiguë devrait être passée, que la vie devrait avoir repris un rythme normal. Sauf que chaque matin, avant même d'avoir regardé l'heure avant le café, avant que son cerveau ait eu le temps de se réveiller correctement, eh bien, elle est déjà là. Il rejoue des conversations, il refait le film, il se demande ce qui aurait pu se passer si, dans la journée, n'importe quoi peut le ramener à elle. Une chanson, une rue, quelqu'un qui porte le même manteau, une odeur, ou alors le prénom d'un collègue qui commence par la même lettre. À ce stade, il y a à peu près tout qui fonctionne comme un déclencheur. Ce qui n'est pas très pratique pour vivre, hein, qu'on se le dise. Et ce qui l'épuise autant que les pensées elles-mêmes, c'est la honte qui va avec. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis un adulte, on s'est séparés, je sais que c'est fini, pourquoi mon cerveau fait comme s'il n'avait pas reçu l'information ? Bonne question Mathis, on va y répondre. En fait, ce que le cerveau de Mathis est en train de faire, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Dorothy Tennove qui donne un axe de compréhension en 1979. Elle a interrogé des centaines de personnes sur ce qu'elles vivaient quand elles étaient amoureuses. Et quand je dis amoureuse, c'est vraiment amoureuse, hein. C'est cet état électrique qui occupe un peu tout l'espace en début de relation. Et ce qu'elle a documenté, c'est que la majorité d'entre elles passaient jusqu'à 85% de leurs heures d'éveil à penser à la personne. 85%. Ça veut dire que si t'es réveillé 16 heures par jour, ça fait 13h30 qui appartiennent à quelqu'un qui, souvent, ne sait même pas ce qui se passe de ton côté. Ce qui est quand même un peu injuste quand on y réfléchit. Et cette chercheuse a appelé ça la limérance. Et ce mot-là, en dehors du fait qu'il soit impossible à caser en soirée, il dit quelque chose d'important. Ce n'est pas tu es complètement fou,
Ce n'est pas tu exagères, c'est il se passe quelque chose de très précis dans ton cerveau et on peut le comprendre. Parce que ce que Mathis ressent, ça a une explication biologique très concrète. Une chercheuse qui s'appelle Hélène Fischer a mis des gens amoureux dans un scanner IRM, des gens vraiment en plein dedans, hein, dans cet état où tu vérifies ton téléphone toutes les 3 minutes en essayant d'avoir l'air de rien là. Et ce qu'elle a vu, c'est que les zones qui s'activaient dans leur cerveau étaient les mêmes que celles actives chez quelqu'un qui consomme de la cocaïne. Donc globalement, quand tu es amoureux, le circuit de la récompense, la dopamine, tout ça c'est on fire. Et ce qui est à la fois fascinant et légèrement déprimant comme information en fait. Enfin, ça explique au moins pourquoi Mathis ne peut pas juste décider d'arrêter, comme si on éteignait une lampe. Parce que son cerveau est chimiquement dans un état où, en fait, ça ressemble un peu à une dépendance, quoi. Et qu'on soit clair, personne ne demande à un fumeur « Allez, t'as qu'à vouloir arrêter ». Là, c'est pareil, sauf que la cigarette, au moins, on peut l'acheter. Et il y a un truc encore plus troublant, c'est un chercheur, Frank Tallis, qui a montré que les gens en début d'amour intense ou juste après une rupture ont des taux de sérotonine abaissés dans les mêmes proportions que des patients avec un TOC. Donc le TOC, c'est le trouble obsessionnel compulsif. J'imagine que vous voyez ce que c'est, mais globalement, c'est la même biologie, la pensée qui revient en boucle, qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas chasser. Donc ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement le même mécanisme neurologique. Même biologie, la pensée qui revient en boucle. Donc Mathis n'est pas faible, il n'est pas immature, il n'est pas trop. Son cerveau fait exactement ce qu'un cerveau humain fait dans cette situation. C'est juste que personne ne lui avait expliqué et que franchement, on aurait pu lui dire plus tôt quand même. 3 semaines après la rupture, Mathis fait un truc qu'il se reproche lui-même. Il relit leur vieille conversation. Il cherche. Le message qui a changé de ton, la soirée où quelque chose s'est déréglé, le moment précis où ça a commencé à partir. Et il se dit que s'il comprend vraiment ce qui s'est passé, quelque chose va se dénouer dans sa tête, qu'il va pouvoir fermer l'onglet en quelque sorte, passer à autre chose. Et il ne trouve pas. Ou il trouve quelque chose et ça ne dénoue rien. Alors il remonte un peu plus loin dans la conversation et il recommence. Il a passé 2 heures là-dessus un mardi soir, 2 heures. Il s'en veut et il recommence le lendemain. Et il y a un neuroscientifique, c'est un petit gars britannique, Carl Friston, qui a écrit quelque chose de très utile pour comprendre ce qu'il se passe. L'idée, c'est que ton cerveau en permanence fait des prédictions sur ce qui devrait se passer. Et quand la réalité correspond, tout va bien, pas d'alarme, mais quand la réalité ne correspond pas à ce qu'il attendait, il déclenche une alarme. Et cette alarme, elle ne s'arrête que quand l'erreur est résolue. Donc Mathis avait prédit quelque chose, une suite, une certaine version de cette histoire avec son ex. La réalité n'a pas correspondu. Et donc, son cerveau a déclenché l'alarme. Et il essaie de la faire taire en cherchant la pièce manquante du puzzle. Le problème, c'est que certaines pièces n'existent pas. Certaines réponses ne viennent pas, certaines personnes ne donnent jamais l'explication qu'on attend. Et le cerveau, lui, ne supporte pas de laisser une boucle ouverte. Il va tourner jusqu'à épuisement ou jusqu'à ce qu'on lui donne autre chose à faire. Et à un moment, Mathis en a assez. Il décide d'arrêter, vraiment. Là, il se dit, bon, c'est terminé, je ne veux plus penser à elle, je passe à autre chose, j'ai une vie, c'est bon quoi. Enfin, on va pas passer 1000 ans sur des messages. Et là, il pense encore plus à elle. Évidemment. Parce qu'en fait, il y a une expérience célèbre en psychologie. C'est Daniel Wegner qui a demandé à des participants une seule chose. Et d'ailleurs, je vais vous faire vivre cette expérience. Ne pensez pas à un ours blanc. Juste ça, n'y pensez pas. Alors, je sais pas ce que ça a fait dans ta tête, mais en théorie, t'es censé penser encore plus à l'ours blanc. Parce qu'en cherchant à surveiller si la pensée était là pour la chasser, le cerveau la convoque en permanence. Et c'est absolument imparable comme piège. Donc, en fait, plus Mathis se dit « arrête de penser à elle », plus son cerveau vérifie s'il a arrêté. Et pour vérifier, il faut y penser.
Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'instinct de vouloir écraser la pensée de force, les c'est ridicule, reprends-toi, t'es un adulte, sois rationnel, non seulement ça ne marche pas, mais ça empire les choses. Le cerveau interprète l'effort de suppression comme une preuve que le sujet est important et donc il redouble d'attention. Ce qui est pratique comme mécanisme, enfin pas vraiment, parce que du coup ça te dessert. Alors, la question que je me suis posée du coup, c'est si forcer l'arrêt ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne ? Eh ben, je vais être honnête. Il n'y a pas de bouton off, il n'y a pas de technique miracle qui fait disparaître les pensées du jour au lendemain. Si quelqu'un te vend ça sur Insta, TikTok, tout ça, méfie-toi. Mais il y a 2 choses concrètes qui changent le rapport à la pensée. Et parfois, changer le rapport, c'est tout ce dont on a besoin. La première, c'est ce qu'on appelle la diffusion cognitive. Diffusion cognitive, c'est une idée développée par un psychologue américain, Stephen Hayes. C'est l'idée que le problème n'est pas d'avoir la pensée en elle-même. Le problème, c'est de fusionner avec cette pensée, de la laisser devenir toi, de la suivre partout, comme si tu n'avais pas le choix, comme si c'était toi qui la produisais activement, plutôt que ton cerveau qui la génère tout seul dans un coin, quoi. La diffusion, c'est apprendre à observer la pensée plutôt qu'à la vivre. Donc concrètement, pour Mathis, au lieu de se dire « je pense à elle et c'est insupportable », il passe à « je remarque que mon cerveau est en train de penser à elle ». La nuance paraît minime comme ça, mais en pratique, elle crée une vraie distance avec cette pensée. Mathis n'est plus le personnage principal emporté par le courant, il est quelqu'un qui regarde le courant depuis la rive. Donc il ne chasse pas la pensée, il lui dit « ah, te voilà encore, je te vois », et il continue ce qu'il était en train de faire. Ce qui est, qu'on se le dise, beaucoup plus reposant que de se battre contre elle. La deuxième, c'est nommer ce qu'on ressent vraiment. C'est Matthew Lieberman, neuroscientifique à UCLA, qui a montré que mettre des mots précis sur une émotion réduit l'activation de l'amygdale, la zone du cerveau associée à la détresse. Le simple fait de nommer change la façon dont le cerveau traite la chose. Je pense à elle tout le temps, c'est une pensée. Je ressens de la tristesse parce que quelque chose que je voudrais vraiment est perdu, c'est du nommage. Je ressens de la colère que je n'ai pas eu l'espace d'exprimer et qui revient déguisée en obsession, c'est du nommage. Et souvent, quand Mathis se pose vraiment la question « qu'est-ce que je ressens en ce moment vraiment ?», la réponse surprend. Parce que je pense à elle cache souvent autre chose. Du deuil, de l'injustice, une blessure d'orgueil qu'on n'a pas envie d'admettre. Et une fois que le vrai mot est posé, la pensée perd un peu de son intensité. Pas toute l'intensité, obviously, mais un peu, et c'est déjà quelque chose. Et je vais finir sur quelque chose de... une petite lueur d'espoir pour notre cher Mathis, et pour toi. Penser à quelqu'un en boucle pendant des semaines, ça grave un circuit dans le cerveau, littéralement. Il y a un principe en neurosciences que je répète beaucoup dans ce podcast, c'est les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Plus on répète un chemin, plus il s'élargit, plus il devient un chemin par défaut. Et c'est pour ça que l'obsession semble s'auto-alimenter, parce que c'est exactement ce qu'elle fait. Mais le même principe fonctionne en sens inverse. Le cerveau reste plastique toute la vie, donc on peut tracer de nouveaux chemins. Pas en un jour, pas sans inconfort. Les nouveaux chemins sont d'abord des sentiers dans la forêt, pas des autoroutes. Mais chaque fois que Mathis remarque la pensée sans la suivre, il pose une pierre sur ce sentier. Chaque fois qu'il nomme ce qu'il ressent vraiment, il en pose une autre. Et à force, le sentier existe, il devient une habitude. Et un jour, ce sera le réflexe par défaut. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la neuroplasticité. La différence, elle est importante. Voilà. Donc Mathis n'est pas fou, et toi non plus, si tu t'es reconnu quelque part dans cet épisode. Et je pense que si tu l'écoutes, c'est que peut-être ça t'intéressait. En tout cas, l'obsession amoureuse ou autre, ce n'est pas un défaut de personnalité, ce n'est pas être trop, ce n'est pas être nul parce qu'on n'arrive pas à tourner la page ou manquer de maturité. C'est un cerveau qui fait son travail en maintenant une alarme ouverte et en cherchant à résoudre une boucle, en surveillant ce qui a compté. Observer plutôt que de fusionner, nommer plutôt que de subir, poser des pierres sur un nouveau chemin, une à la fois. Et si tu as un Mathis dans ta vie, quelqu'un qui obsède et qui se déteste pour ça, partage-lui cet épisode. Parce que parfois, la chose la plus utile qu'on puisse dire à quelqu'un, c'est
ce n'est pas toi, c'est ton cerveau, et ton cerveau, lui, on peut lui apprendre autre chose. En tout cas, dans le prochain épisode, on va aller chercher quelque chose qu'on évite souvent de regarder en face, le besoin de performance. Pourquoi on ne se sent jamais vraiment assez, pourquoi on veut toujours tout faire parfaitement et comment, et en fait au final ça nous prend une énergie de dingue, et comment faire pour être un peu plus à l'aise avec ça. Merci Amandine, pour ce sujet. En attendant, prends soin de toi, et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube, ça aide vraiment d'autres personnes à le trouver. D'ici là, prends soin de toi, vraiment, je t'embrasse et à bientôt, dans 2 semaines. Des bisous.